On va parler de la cérémonie d'ouverture, évidemment, c'est un enjeu majeur. On peut se dire, moi je trouve ça génial, hein, c'est une audace absolue, sauf qu'on s'est créé, parler des difficultés, de toutes les situations pour lesquelles il va falloir trouver une solution. Là, on s'est créé une espèce de machine à créer des difficultés. Mais on va y revenir dans un instant, je vous donnerai évidemment la parole là-dessus. Peut-être d'une manière générale, Agnès Canayer, qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'audition du ministre hier au Sénat? Est-ce que vous vous dites, ça y est, on est prêt, parce que le monde entier va avoir les regards tournés vers la France ou vers Paris. Écoutez, moi je trouve que l'audition hier a été plutôt rassurante. Parce que depuis que nous avons commencé notre mission mi-novembre, on a rencontré 90 acteurs différents qu'on a auditionnés, qui sont concernés par cette question de la sécurité des Jeux Olympiques. Donc on s'était dit, c'est beaucoup de monde, comment est-ce que tout cela va être coordonné, comment est-ce qu'on va assurer la prise de décision en cas de difficulté, parce qu'on sait qu'il y en aura. Où se prendront ces fameuses décisions de crise. Et c'est vrai qu'hier soir, le ministre de l'Intérieur a été particulièrement rassurant. Il est venu avec l'ensemble des acteurs des différents services concernés. On a vu qu'il y avait une unité côté sécurité, ministère de l'Intérieur, ce qui était plutôt rassurant. Ouais. Jean-Baptiste Guégan, alors évidemment c'est plus facile quand on est en Chine ou en Russie et qu'on organise des Jeux Olympiques avec un régime autoritaire. Est-ce que les JO ont déjà mobilisé autant de moyens sécuritaires dans l'histoire? Alors, dans une démocratie occidentale, non, même aux États-Unis, dans le cadre des Jeux d'Atlanta, on n'était pas à ce niveau de déploiement et ils ont eu un vrai problème. Là, on a aussi un phénomène particulier, c'est qu'on est de retour dans la guerre, avec la guerre en Ukraine, avec le conflit finalement en Palestine. Et puis, vous avez cette cérémonie d'ouverture absolument incroyable qui laissera des images magnifiques parce que ce sera réussi, et à un moment donné, il faut le dire, ce sera réussi, mais c'est un vrai défi. Et là, pour toutes les autorités en place, il y a un vrai challenge à relever d'ici là, des nuits blanches qui se préparent, j'imagine, mais ça va être une vraie réussite. Ouais, donc vous êtes clairement dans le camp des pas grincheux, si je comprends bien. Je commence à en avoir un peu assez d'entendre systématiquement les mêmes utiliser justement ce qui va se passer comme un argument politique pour dire autre chose. Oui. C'est clair, on est en train de jouer l'image de la France sur les 5 prochaines années, l'image de la France sur la décennie. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, il faut réussir. Ok, allez, on y reviendra à la récupération, ou en tout cas l'état d'esprit de la société française face à ces Jeux Olympiques. Souvent, ça bascule quand ça démarre. C'est un peu comme ça, on l'a vu sur d'autres compétitions. Cette cérémonie d'ouverture, c'est certainement le défi le plus compliqué. Sur la scène du jamais vu, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier, lors de son audition au Sénat, que la jauge serait finalement ramenée à 326 000 spectateurs. On l'écoute. Nous avons 104 000 spectateurs sur les quais-bas. C'est-à-dire les personnes qui ont payé un billet ou qui vont payer un billet auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Ensuite, vous avez 222 000 personnes exactement sur les quais hauts. Ces 222 000 personnes sur les quais hauts, donc ce sont des personnes qui vont venir gratuitement sur les hauts des quais de la Seine. Je pourrais quand même signaler à chacun d'entre vous que 104 000 personnes plus 222 000 sur les quais hauts et les quais bas, c'est 4 stades de France à gérer en ordre public et en flux. Effectivement, on peut ramener ça, on se dit 4 Stades de France, c'est déjà énorme. Sauf que, si je me souviens bien, en 2021, Anne Hidalgo, elle parlait de 2 millions de spectateurs. Gérald Darmanin, c'était en octobre, quand il était venu déjà devant le Sénat, il parlait de 600 000. Pourquoi on est tombé aussi bas? Je mets des guillemets aussi bas, parce que c'est déjà un défi, j'imagine, d'en avoir 330 000. Je pense qu'il y a un point d'équilibre, un point de pragmatisme aussi entre la nécessité en termes de sécurité, la gestion des flux tout simplement. C'est des gens qui vont arriver, qu'il va falloir filtrer, fouiller, palper, amener à bon escient au bon endroit sur le parcours, et donc tout ça, il y a une mécanique qui est nécessaire. Le point de départ, c'était tout le monde peut s'inscrire, essayer de venir gratuitement. Là maintenant, ça va passer par des invitations. Modalités, il y aura différentes modalités. Moi, ce que je retiens, c'est quand même le 4 Stades de France. Ça veut dire qu'on a 4 fois plus de personnes que si on l'avait fait en milieu clos, ce qui est déjà énorme. Après, je pense qu'il faut aussi retenir qu'il y a différentes modalités. Il y a on paie un billet et on est présent. Il y a on obtient une invitation parce que quelqu'un dans une collectivité territoriale va remettre des invitations, parce que le COJO va donner ses invitations à un certain nombre de personnes, etc. Donc il y a quand même des modalités. Des Jeux Olympiques, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, COJO. Oui, mais il y aura beaucoup de Français qui rêvaient d'y assister et qui ne pourront pas, qui sont forcément déçus. Oui, peut-être. Et puis après, il y a ce très, très, très grand nombre de téléspectateurs aussi qui le suivra depuis sa télévision. Oui. Agnès Canayer, c'est le retour au réel, on pourrait dire ça?
Oui, pour les politiques en général, hein, pas seulement pour le gouvernement. Oui, je pense que l'organisation est rattrapée aujourd'hui par la réalité. Alors c'est magnifique cette fête et je pense qu'effectivement c'est très audacieux de vouloir faire cette parade sur la scène pour la cérémonie d'ouverture. C'est un beau challenge. Oui. Néanmoins, et vous l'avez dit, avec toutes les menaces qui existent aujourd'hui dans le monde, je pense qu'il faut avoir un peu de réalisme. Est-ce qu'il fallait se rajouter ça ? C'est une question qu'on peut se poser. C'est quand même, avant tout, la fête du sport. C'est quand même un moment où la France va être au cœur de la vision mondiale, avec notamment tous les pays, tous les téléspectateurs qui vont regarder ce qui se passe. Donc, on a plutôt intérêt à montrer une très belle image. Donc, c'est vrai que la scène, c'est aussi un très bel emblème. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit simple et que ça ne rajoute pas de la difficulté à la difficulté. Oui, Mathieu. Alors moi, j'ai regardé le dossier de candidature de Paris 2024. Il n'était pas question de la Seine. Oui. C'était au Stade de France d'abord, puis c'est devenu la Seine. Moi, je voulais savoir, quand Anne Hidalgo parle de 2 millions de personnes, est-ce que vous vous dites c'est du pipeau, ça tiendra jamais, ou est-ce qu'elle y croyait, est-ce qu'il y avait un moyen de le faire vraiment? Moi, je ne sais pas vous dire, je n'étais pas dans les négociations politiques, mais moi, je vois bien ce point d'équilibre que l'on cherche d'ailleurs dans toutes les manifestations. Un 14 juillet, un 31 décembre, sur les Champs-Élysées, il y a 1 million de personnes. Donc le nombre est important, mais c'est surtout la physionomie et le dispositif à mettre en place, cette longueur finalement, qu'il faut pour nous appréhender et qui donne une autre mesure à nos services d'ordre. Pardon de vous interrompre, ça fait 2 fois. Vous vous rendez compte, et d'ailleurs le ministre l'a dit, on est obligé de fermer l'espace aérien, quoi. Oui, ce qui n'est jamais arrivé. Bon, il y a quelque chose je trouve ça super. Je suis sûr que quand je serais devant ma télé, en train de regarder cette cérémonie, je me dirais, ouais, génial, on l'a fait, mais quand même, quoi, que de galères pour en arriver là. Nous, au ministère de l'Intérieur, là, on se dit, on y est, on est dans le bois dur. Maintenant, trouvons les solutions. On a ce projet artistique dont toute une partie n'est pas encore dévoilée. Il y a plein de difficultés à lever une à une, des solutions concrètes à trouver, et on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Votre avis, Jean-Baptiste Guégan? C'est le principe de réalité qui s'est imposé. Après, il y a eu un souci de communication au départ, c'est qu'on a voulu en faire une fête populaire tout de suite, et la communication a dépassé finalement les modalités d'action, et après, on se retrouve face à un problème à sécuriser. Et en l'occurrence, là... Et une fête moins populaire. Après, est-ce que ces jeux étaient populaires au départ? Ils le seront, il y aura la fête. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas la possibilité de mettre tout le monde. Et puis, très honnêtement, pour ceux qui ont la chance d'avoir une place, il vaut mieux avoir la possibilité de bien voir la cérémonie dans des conditions de sécurité complètes et suffisantes que d'avoir les risques. Quand j'entends le ministre parler de 4 Stades de France, moi, je me rappelle de la finale de Ligue des Champions. Et en termes de communication, c'était Liverpool-Real Madrid. Si exactement. Et on a eu des soucis. Alors heureusement, depuis, les choses ont avancé et on est capable de sécuriser ça. Et donc là, on sera capable de faire les choses correctement et de manière rationnelle. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, une partie des soucis n'était pas liée à une menace terroriste à l'époque. Cette gestion des flux que j'ai C'était la gestion des flux. Et puis il y avait un souci de délinquance, de prise à partie. Il y a des dispositifs qui sont prévus pour protéger les spectateurs. Alors oui, en matière de lutte contre la délinquance, il y a déjà un accroissement énorme des patrouilles. On aura jusqu'à 700 patrouilles dans les transports en commun, ce qui est pareil du jamais vu. Et puis le ministre de l'Intérieur a décidé de dézonaliser ce qui d'habituellement est nos modes de fonctionnement entre la police et la gendarmerie. D'habitude, on a une zone pour la police, une zone pour la gendarmerie. Là, on a dit, c'est une situation exceptionnelle. On va faire un maillage différent et donc, missionnellement, on a pu confier à la gendarmerie ou à la police des zones et des missions particulières. Donc voilà, on casse un petit peu nos codes, nos manières de faire pour être, une fois de plus, pragmatique, concret et que tout le monde soit mobilisé. Bon, allez, je continue d'aligner les critiques des grognons. Dernière polémique qui porte sur l'affiche des Jeux Olympiques, de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle est signée, on va la voir, Hugo Gattoni. Alors, elle ne porte... Il y a un côté chercher Charlie, il faut trouver les friges là, qui sont dans l'affiche. Bon, ça, c'est pour le côté ludique. Et puis, pour le côté critique, elle ne porte ni drapeau tricolore, ni croix chrétienne, notamment sur le Dôme des Invalides. Si vous cherchez le Dôme des Invalides, il y a une croix chrétienne sur le Dôme des Invalides. Pour le sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, c'était en séance aujourd'hui au Sénat. C'est une insulte à l'histoire de France. Vous pouvez peindre la tour Eiffel dans la couleur que vous souhaitez. Mais vous ne pouvez pas enlever la croix du Dôme des Invalides qui est là depuis Louis XIV. Vous ne pouvez pas changer l'histoire de France. Vous pouvez faire un dessin, laisser la liberté de l'artiste. Mais en fait, gouvernement, parlement, nous sommes la nation. Mais nous sommes la nation de manière provisoire. Nous avons des prédécesseurs, nous aurons des successeurs. Cette nation, elle est fière d'organiser les Jeux Olympiques. Mais elle ne veut pas être effacée. Elle ne veut pas que ces symboles, cette histoire qui ont fait cette nation, soient effacés, reniés.
Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Il y a une croix sur le dôme des Invalides depuis 350 ans. Est-ce que vous êtes sur la ligne Carucci? Est-ce que cette affiche vaut autant de discrédit? Écoutez, une affiche, c'est avant tout symbolique. C'est vrai qu'on a compris aussi que c'était une liberté artistique et qu'il ne fallait pas oui, c'est pas le plan de Paris qu'on voit derrière vous, que les choses soient claires. Il ne faut pas non plus totalement se focaliser. Néanmoins, parfois, et c'est toute la difficulté de ces jeux, c'est de concilier la création artistique, on le voit sur la cérémonie d'ouverture, les enjeux sportifs. Cette affiche qui est symbolique, il y a un moment donné, il y a des symboles aussi qui sont ceux de notre pays, ceux de la France. C'est vrai que c'est quand même dommage qu'il soit gommé. Ouais, Jean-Baptiste Guégan, alors c'est pas une colle, j'espère que vous avez la réponse, mais est-ce que dans la charte olympique, il y a une sorte d'obligation à ne pas avoir de signes religieux, par exemple, ou de signes politiques? Il y a effectivement dans la charte olympique quelque chose qui engage les athlètes et ceux qui participent aux Jeux, mais pas les artistes qui représentent. Oui. Là, en l'occurrence, on est quand même sur une polémique qui est politicienne et qui pose un problème. C'est quand on n'a rien à dire, il faut trouver quelque chose pour se faire remarquer. Je rappelle que la République est laïque. Et qu'en l'occurrence, ça pose 2-3 questions aussi, ce type d'interpellation. Foncièrement, c'est quoi? C'est une vaguelette, ça sera oublié dans 2 jours, il s'est fait remarquer, tant mieux pour lui. Mais objectivement, je pense qu'on a autre chose à faire en ce moment que de s'intéresser à ce genre de détails qui, sincèrement, n'ont aucun intérêt. Bon, on a entendu vos arguments à l'un et à l'autre. Mathieu, on va s'intéresser aux Français aujourd'hui. Là, en ce début de mois de mars, l'impression qu'ils n'ont pas vraiment la tête encore à la grande fête olympique. Non, mais c'est fou cette faculté que nous avons dans notre pays à bouder notre plaisir quand même, alors que nous avons connu un tunnel sans fin de crises sans précédent aux conséquences plus lourdes les unes que les autres. Covid, guerre en Ukraine, inflation, conflit israélo-palestinien. On est quand même à 3 mois d'un événement mondial qui devrait nous réjouir. Et non, les Français font la gueule, ils pestent, ils ricanent, ils boudent. Alors en septembre dernier... On est dedans, de temps en temps. C'est pour ça que je dis nous, nous quand même. En septembre dernier, quand on a découvert les friges, on a ironisé sur ces mascottes qui ressemblaient plus à une vue anatomique du clitoris, et en plus made in China qu'au traditionnel bonnet révolutionnaire. Oui. Cette semaine, donc vous le dites, c'est autour de l'affiche, où on se dit... voilà, elle est mal dessinée, qu'est-ce que c'est? Alors je m'aperçois qu'on roule sur le soldat inconnu, par ailleurs, mais donc ça pourrait créer une autre polémique. Oui. Mais bref, tout est comme ça depuis le début. Les uns s'inquiètent de la pagaille dans les transports, les autres ne parlent que de sécurité, d'autres enfin je la joue Thénardier moderne en se disant combien je vais louer ou sous-louer mon appart, combien je peux me faire le maximum d'argent. L'ambiance est tellement pourrie que les Parisiens se tâtent même pour savoir s'ils resteront dans la capitale, c'est dire. Oui, comment vous expliquez? Tout ne tient pas seulement quand même à notre tempérament de Gaulois réfractaires, comme dirait le président, parce qu'il faut dire à notre décharge que pour l'instant les jeux ont été une succession de petits ou de grands rendements. On en parlait quand même. On nous annonçait des jeux populaires, 2 millions de personnes à la cérémonie d'ouverture, on le disait, des transports gratuits aussi, souvenez-vous. Et puis résultat, on découvre des billets parfois hors de prix, jusqu'à 2 700 € pour assister à la fameuse cérémonie d'ouverture, des jauges de spectateurs qui ont été divisées par 7 et des billets de RATP multipliés par 2. Alors l'ambiance chez les organisateurs n'y a pas aidé non plus. De la maire de Paris empêtrée dans son scandale tahitien qui déclare que les transports ne seront pas prêts aux polémiques de déplacement forcé des SDF en passant par les ordres et les contre-ordres sur le sort réservé aux bouquinistes. Bref, chacun y a mis du sien, j'ai envie de dire, entre l'hôtel de ville, la région, le gouvernement, tout ça sur fond de rivalité parfois les uns entre les autres, voire de défausse. Et alors c'est certainement le moment de se poser la question, qu'est-ce qui inquiète les Français? Si on en croit les sondages, en tout cas, oui, ils sont inquiets. En janvier dernier, il y a eu une enquête menée par Odoxa pour RTL. 74% des Français se déclaraient inquiets pour les transports, 65% pour la sécurité, 59% pour les retards dans les travaux. 3 chiffres qui étaient en plus en nette hausse par rapport à la précédente vague du mois d'octobre. Et à l'inverse, tous les indicateurs de confiance baissaient. 59% se disaient confiants pour le déroulement de la cérémonie d'ouverture, contre, ils étaient avec 12 points de plus au mois d'octobre. Idem pour le bon déroulement des épreuves, qui passait de 68 à 61%. Bref, il y a ce parfum de morosité qui finit par devenir insupportable. Alors, est-ce que ça gâchera la fête olympique? Prenons les paris. Moi, je fais le même que vous. Tout ça basculera en sens inverse avec le retour des bons jours, au son des premiers hymnes, et puis avec sans doute l'éclat des premières médailles. Oui, c'est ça. Première médaille française, et hop, ça démarre. En général, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous conseillez aux Franciliens de quitter la région ?
Non, pas du tout, parce que déjà, ce sera une fête. Peut-être tout le monde n'assistera pas à la cérémonie d'ouverture, mais il y aura les lieux de célébration, il y aura le marathon qui va traverser les Yvelines, les Hauts-de-Seine, une partie de Paris, etc., etc. Et donc, il y aura plein de moments festifs où on pourra se retrouver. Donc non, ne partez pas. Il y a aussi dans les transports une application qui vient d'être lancée, anticiponslesjeux.gouv.fr, où ça permet on peut regarder sur ce site internet, cette application, les meilleurs moments pour être le moins embêté dans les transports en commun. Donc ça permettra aussi pour ceux qui travaillent dans ces moments-là de prendre toutes les informations et d'adapter ses horaires si on le peut, ou pour les employeurs de prendre des dispositions. Donc il y a plein de manières de faire pour passer un bel été festif ou au travail, selon la situation. C'est potentiellement un atout économique quand même, Agnès Canailly, l'organisation de ces Jeux Olympiques, sauf qu'on se dit peut-être qu'une partie de la vie économique va aussi s'arrêter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on ne sait pas de quel côté la balance va pencher. Écoutez, c'est effectivement un formidable moment collectif. Donc, à partir du moment où c'est collectif, c'est vrai que ça va être, les gens vont faire la fête, vont profiter, et puis ça va faire vivre l'économie. On a, nous, notamment, voté des dispositions pour que les commerces soient ouverts le dimanche, pour favoriser l'accès à l'économie locale et que tout le monde puisse en profiter. Donc, moi, je suis d'avis qu'il faut que ça reste un grand moment festif. Le tout est d'anticiper et de faire en sorte qu'on puisse améliorer et trouver les bons moyens, les bonnes procédures pour faire en sorte que chacun puisse venir le plus possible, puisse profiter le plus possible, puisse fêter. Puis avant tout, c'est une fête du sport, hein, donc il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut avant tout qu'on ait des belles compétitions sportives et qu'on ait des belles médailles. Oui, effectivement. Et alors, il y a des classements qui sont anticipés, où pour l'instant, on dit que la France pourrait être 3e, ce qui ne lui est jamais arrivé dans toute son histoire. C'est peut-être un peu optimiste, mais ça, on n'est pas là pour parler sport. Jean-Baptiste Guérin, est-ce qu'il faut dire... Moi, quand je discute de ça avec des amis qui me disent « Voilà, moi, je vais quitter Paris, je ne veux surtout pas vivre cette galère, etc. » Je leur dis « Mais vous ne vous rendez pas compte, ça arrive une fois dans une vie, des Jeux Olympiques. » Un siècle. Ça fait un siècle. Donc, c'est faut pas une rater expérience à vivre. Et c'est quelque chose qui va... Mais à anticiper. Alors, à anticiper, avec parfois peut-être un petit peu plus de subtilité de la part des autorités, quand ils mettent des gigantesques 4x3 dans le métro avec Anticipons, ça fait peur. On a besoin d'une communication positive. Oui. Mais c'est vrai, après, c'est formidable, parce que c'est la première fois qu'on anticipe justement ça. Maintenant, si on compare avec l'Allemagne qui va organiser l'Euro 2024, l'Euro de football, il va y avoir des gens qui se déplacent. Il n'y a pas le même niveau d'angoisse. Bon. On est dans une ambiance particulière et on va être capable de répondre à tout ça. C'est ça qui est bien. Il faut être beaucoup plus positif, beaucoup plus engageant. C'est peut-être ça qui manque. Est-ce qu'on peut déjà évaluer l'impact économique de Jeux Olympiques ? Je sais que c'est très compliqué de répondre à cette question. Parce que ça coûte cher à organiser, mais qu'est-ce que ça rapporte ? Alors, il y a d'abord ce que l'économie va finalement récupérer avec l'organisation des Jeux, et en général, on estime ça sur 3 ans avant et 3 ans après. Là, on estime qu'on devrait gagner au moins un point de croissance, si ce n'est davantage. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout le bénéfice d'image. En vérité, tout ce qui est lié à l'organisation même, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui va avoir un vrai intérêt, c'est l'image française, la capacité qu'on va finalement d'offrir au monde une expérience positive et valorisante. Ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que là, les images qu'on va mettre dans la tête des touristes et des gens du monde entier, c'est Paris est une ville qui est propre, qui est praticable, qui est sécurisée et qui en plus va vous offrir l'expérience de la fête. Si tout marche bien. Depuis quelques années, tout marche bien, voilà. je mets mon grain de sel. Si tout marche bien. Oui, mais c'est comme tout. Oui. Et je ne doute pas qu'on ait tous envie que ça fonctionne. Parce que derrière, si ça ne fonctionne pas, on va le payer longtemps. Et là, par contre, ce coût-là, il sera aussi inestimable. Le véritable atout, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la puissance de l'imaginaire. C'est être capable de changer les représentations des gens et d'offrir des représentations qui soient modernisées. Paris, on le voit avec Emily in Paris, par exemple, la série Netflix. On est quand même sur un Paris qui est très idéalisé, très, très lointain. Ça a changé depuis. Ce qui est intéressant, c'est de montrer une autre partie de la ville. C'est ça aussi que les touristes vont venir chercher. C'est ça qui est intéressant. C'est important ce que vous dites, parce que dans une récente enquête, on a vu que pour les investissements étrangers, un des premiers facteurs qui crispait les investisseurs étrangers, c'était la sécurité en France. C'est très rare que la sécurité monte à ce niveau-là. D'habitude, les gens disent les impôts, les choses comme ça, mais là, c'était la sécurité. Et c'est vrai que si on offre l'image d'un pays apaisé, parce que Dieu sait qu'on a été frappé et traversé par des crises, des attentats, des choses très très lourdes, si on montre l'image d'un pays sécurisé, il y a en termes
d'image, ça Il y aura sera un vrai parfait. impact, hein. Après, en termes de recettes, ne serait-ce que sonnantes et trébuchantes, on attend combien de visiteurs Ça dépend, c'est fluctuant. C'est-à-dire que là, les estimations qu'on a, c'est une baisse du nombre de touristes étrangers, des Français qui se demandent s'ils vont venir à Paris parce que les coûts ont explosé. Et pour l'instant, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un appel de la mairie de Paris en disant « Venez, restez, s'il vous plaît ». Parce qu'à un moment donné, les discours anxiogènes... C'est-à-dire pourrait y avoir moins, en pardon de effet. vous interrompre, pourrait y avoir moins de monde pendant ce Moins de touristes mois, en France. moins de touristes que On voit dans moins une de année réservations, de on voit base. un ralentissement, et on voit donc que les chiffres qui étaient estimés au départ ne sont pas forcément à la hauteur. Maintenant, encore une fois, avec un discours positif sur les semaines qui vont venir, des gens viendront quand même. Et puis il y en a qui partiront, on appelle ça des externalités négatives, c'est-à-dire tous ceux qui ne veulent pas vivre cette expérience-là. Et puis on se souvient tous de ce qu'est Paris en août. Paris en août, c'est vide. Donc forcément, il y a des Parisiens qui ne modifieront pas leur schéma de vacances. De toute façon partent et qui Voilà. ne seront pas là. Justement, sur l'image, ça pose la question, il va y avoir beaucoup de bleus. 45 000 forces de l'ordre mobilisées. Est-ce qu'il faut qu'on les voit beaucoup ou pas trop? Vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'image de ces Jeux Olympiques? Il faut rassurer, mais peut-être pas donner cette impression que ce sont des Jeux ultra sécuritaires. Alors nous, par définition, une grande partie des policiers et des gendarmes seront en tenue d'uniforme, donc on les verra. Après, vous avez raison, il y a une question qui est l'attitude générale des policiers. On nous reproche parfois de ne pas avoir le sourire ou de ne pas être assez allant ou de ne pas, par exemple, indiquer gentiment la route à un touriste, etc. Donc on a des formations pour nos policiers, par exemple des formations en langue étrangère pour parler plusieurs langues, pour mettre auprès des équipes, des policiers et des gendarmes qui parlent la langue de l'équipe, etc. Donc il y a un travail particulier justement pour participer à cette fierté, à ce côté accueillant. Pour aussi être dans cette démarche par rapport aux touristes étrangers qu'on n'a peut-être pas assez naturellement. Et puis moi, je vois dans tout ça aussi l'importance d'être optimiste, parce que je vois tous nos policiers, nos gendarmes qui ne vont pas avoir de vacances cet été, ou très peu. Je vois aussi tous les bénévoles qui vont prendre sur leur temps de vacances pour venir prêter main forte à l'organisation et justement être dans cet accueil, dans cet accompagnement. Donc je pense qu'à tous ces agents de l'État ou bénévoles qui vont être mobilisés, on doit d'être optimiste et de renvoyer une bonne image du dispositif. Alors, général. parmi les moyens mobilisés, il y a l'intelligence artificielle, des caméras couplées à une intelligence artificielle. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a expliqué le dispositif hier également lors de cette audition devant le Sénat. On fait des tests de paramétrage pour voir si le dispositif fonctionne tel qu'on veut l'utiliser à la préfecture de police avec nos caméras qui ont été disposées pour répondre à 3 ou 4 cas d'usage. Le 3 mars, tout a plutôt bien fonctionné. Voilà, vous verrez ce soir que ça permet de détecter des flux à contresens dans des foules, de s'assurer que sur des zones, il n'y a pas une surdensité. Voilà, donc pour l'instant, tous les clignotants sont au vert, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors vous verrez ce soir, il faisait référence, Laurent Nunez, à un concert de Dépêche Mode dans lequel le dispositif était testé. Vous y étiez pour voir comment ça fonctionne ce dispositif? Ça s'est bien passé? Racontez-nous. Oui, alors je n'étais pas au concert malheureusement, mais à la préfecture de police de Paris. Écoutez, on a vu, c'est quand même les balbutiements. Hein. Oui. Nous, on est à 3 mois, 140 jours, on teste. On teste, on paramètre, on essaye de voir. Bon, c'est pas censé encore servir à quoi? Totalement. Est-ce que c'est, pardon de vous interrompre, c'est fait pour détecter d'éventuelles menaces? C'est fait pour gérer les flux? Comment c'est censé être utilisé? En fait, il y a plusieurs cas d'usage, ce qu'on appelle les événements prédéterminés. Donc, ça dépend comment on paramètre les caméras grâce à cet algorithme. C'est surtout censé aider les forces de police à décider comment elles mobilisent la réponse. Et donc, c'est surtout pour pouvoir avoir moins de personnes derrière les caméras qui regardent et mieux orienter la réponse. Donc, c'est surtout ça l'intérêt. Aujourd'hui, on n'a pas encore été totalement abasourdi par ce qui était démontré. C'est pas tout à fait prêt? On était vraiment dans les premiers paramétrages, par exemple des paramétrages de lumière, d'orientation des caméras. L'objectif, c'est aussi pour nous de gagner du temps. On sait qu'on a aujourd'hui une technologie mature qui existe. On nous reprocherait de ne pas utiliser tous les outils techniques qui existent. Donc l'objectif... Mais 140 jours, ça peut suffire? Oui, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard dans la mise en place, mais on a encore du temps. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps, c'est-à-dire sur ces événements prédéterminés, au centre de supervision, il va y avoir un système qui va alerter le téléopérateur sur un événement anormal, on va l'appeler ainsi, et lui
avec son analyse humaine, va décider de déclencher les secours pompiers ou des effectifs de police pour réaliser une levée de doute. C'est pour gagner du temps d'intervention en utilisant cette technique. Après, est-ce que ça aurait changé la donne c'est une expérimentation sans a priori. On verra à l'issue si ça fonctionne ou pas, d'ailleurs. D'accord. Est-ce que ça aurait changé la donne le soir de la finale de Ligue des Champions dont on parlait? Non, on n'était clairement pas là-dessus parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait ces problèmes de mouvement de foule notamment. Donc ça n'aurait pas changé la donne sur la situation de la Ligue des Champions. Après, par exemple, sur un véhicule qui rentre dans un périmètre interdit, là, ça peut nous permettre de détecter, d'alerter très vite et de gagner quelques dizaines de secondes ou quelques minutes précieuses pour les secours. Une sortie d'armes, on en est, comme vous le dites, vraiment au balbutiement avec cette technologie. Mais si on a une sortie d'un couteau, par exemple, ça peut permettre de gagner du temps et de ne pas attendre que quelqu'un prévienne avec un appel 17 les forces de l'ordre. Donc, testons-le, paramétrons-le. Si c'est utile, on l'utilisera. Si on voit qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, ce sera pour plus tard. Alors, il y a la cérémonie d'ouverture, il y a les sites des Jeux Olympiques, mais alors il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Marion Delpech qui peut nous rejoindre sur ce plateau, sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Marion. Bonsoir. Bienvenue à vous. Dispositif hors norme qu'on a commencé à détailler et il va s'y ajouter l'organisation d'événements en parallèle. Oui Thomas, au-delà de l'organisation des seuls Jeux Olympiques, plusieurs événements plus ou moins importants, plus ou moins prévisibles vont rendre la tâche des autorités extrêmement complexe. Les Jeux se déroulent bien du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août et même au-delà avec les Paralympiques. Mais pour le ministre de l'Intérieur et les forces de l'ordre, le calendrier est bien plus vaste. Écoutez Gérald Darmanin. Il faut bien voir que pour nous, les Jeux Olympiques, c'est du 8 mai jusqu'à mi-septembre. Ça, c'est la démonstration des grands événements que nous avons à organiser en France au ministère de l'Intérieur. Alors, vous avez le Tour de France qui va continuer, par exemple, c'est tout en haut, là, un peu au milieu de l'année, qui va arriver à Nice, qu'on a réussi à déplacer à Nice pour le plus grand bonheur du maire de Nice. Nous avons évidemment le 14 juillet qui se déroulera partout sur le territoire national et à Paris. Il n'y a pas d'annulation du 14 juillet, il y a un déplacement du lieu du 14 juillet. Il y a tous les événements culturels, l'intégralité, le festival, l'intégralité des festivals sont maintenus. Je rappelle qu'il y a 2 ans, on a eu des débats dans l'hémicycle au Sénat pour savoir ce qu'on annulait, ce qu'on n'annulait pas. On garde l'intégralité des festivals, la fête de la musique. Et puis à tout cela, on rajoute 2 événements extraordinaires. Oui, tout à fait. Le 80e anniversaire du débarquement de Normandie et le 80e anniversaire du débarquement de Provence. Le chef de l'État a annoncé un programme d'une dizaine d'étapes à travers la France avec la venue de plusieurs de ses homologues étrangers pour célébrer les 80 ans de la libération de notre pays. Il se rendra notamment plusieurs jours en Normandie, en particulier pour le D-Day. Et ce n'est pas tout, puisqu'un autre rassemblement très fédérateur pourrait compliquer un peu plus cette titanesque organisation. Écoutez. Je voudrais signaler que par ailleurs, il y a la Coupe d'Europe de football qui aura sa finale le 14 juillet. Et si par ailleurs la France, ce que nous espérons tous, est en finale, évidemment, pendant cette Coupe d'Europe de football, il y aura des fan zones, des retransmissions de matchs, bref, des événements évidemment pour le ministère de l'Intérieur à organiser. Donc vous voyez, une concentration d'événements extraordinaires qui concentrent aussi l'activité des services de police et de gendarmerie, des préfets, de la sécurité civile, mais aussi des menaces qui peuvent toucher notre pays. Parmi ces menaces, il cite pêle-mêle une possible crise migratoire, des méga-feux, mais aussi des problèmes terroristes, des problématiques terroristes qui pourraient toucher le pays. Rien qu'en Île-de-France, 45 000 forces de sécurité seront mobilisées et 1 million d'enquêtes doivent être réalisées concernant le risque sécuritaire. Merci Marion. Je voudrais revenir justement sur ces enquêtes, Camille Chaise. 1 million d'enquêtes. Qui les mènera ? Alors, c'est un service spécifique qui a été prévu par la loi JO, qui date donc de quelques mois. C'est un service spécifique qui a été monté par le passé. On faisait ces enquêtes pour des professions assermentées, par exemple, pour être agent de sécurité privée, fonctionnaire de police, etc. Là, dans le cadre prévu par la loi, toutes les personnes qui ont à intervenir, travailler, se rendre dans le périmètre de sécurité à proximité immédiate des installations feront l'objet de cette enquête de sécurité. Donc concrètement, une personne qui vient installer une tribune, une personne qui sera sur le stand de restauration collective, le coach de l'équipe qui s'entraîne sur ce site, toutes ces personnes vont
faire l'objet d'une enquête de sécurité. Mais concrètement, par exemple, on mettra un nom dans un ordinateur, puis on voit si ça fait ping. Concrètement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pas loin. On va le passer dans tous nos fichiers de police, des antécédents judiciaires, etc., dans nos fichiers de renseignement. S'il y a un hit, s'il y a une alerte quelque part, là, il y a un traitement sur les 90 000 premières enquêtes. Même sur les 260 personnes qui ont été, qui n'ont pas eu donc les autorisations d'entrée à l'intérieur de ces périmètres. Donc voilà, s'il y a un hit quelque part, une alarme quelque part, là, il y a un traitement humain qui va analyser à l'intérieur le dossier de la personne, recouper avec les services de renseignement et décider, le cas échéant, de ne pas autoriser l'entrée dans ce périmètre. C'est d'ailleurs susceptible de recours devant un tribunal. Alors ça pose ça, mais peut-être aussi la vidéosurveillance. Enfin, quand on organise les Jeux Olympiques, d'ailleurs, il y a eu une loi pour ça, hein, effectivement, mais se pose la question du respect de la vie privée, des libertés publiques. Comment, dans votre esprit, on maintient cet équilibre ? Écoutez, on a déjà, au moment du vote de la loi, mis un certain nombre de garanties, puisque c'est... Vous avez raison, c'est le juste équilibre entre la recherche de l'ordre public et de la sécurité et la garantie des libertés individuelles. Néanmoins, on est face à un événement exceptionnel. Donc, événement exceptionnel, ça pose des mesures exceptionnelles, notamment de sécurisation. Dès lors que c'est des mesures qui sont cernées dans le temps, cernées dans les espaces, nous pensons que c'était nécessaire, notamment pour la cérémonie d'ouverture, de pouvoir cribler les invités, de pouvoir cribler les gens qui habitent autour. On a de tels enjeux et c'était tellement exceptionnel et compliqué à sécuriser qu'il y a un moment donné, l'équilibre est nécessaire. Donc c'est vraiment borné dans le temps, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'à la fin des Jeux Olympiques, il y a un certain nombre de choses qu'on aura pu faire pendant les Jeux qu'on ne pourra plus faire après ? Oui, parce qu'il y a des choses déjà qui ne sont que expérimentales. C'est-à-dire que, je pense notamment à la vidéoprotection intelligente, les Jeux Olympiques sont juste un terrain d'expérimentation. On voit bien, et on verra à la fin, si c'est efficace ou pas efficace. Il y aura un rapport de fait par une commission indépendante qui est présidée par M. Vigourou. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui, pour le moment, sont spécifiques aux Jeux Olympiques, qui peut-être après seront généralisés, mais ce sera avant tout un terrain d'expérimentation. Alors, il y a, dans ce que nous disait Marion à l'instant, il y a deux éléments. Il y a la question des effectifs, j'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot. 45 000 forces de sécurité mobilisées. Et puis, il y a le parcours de la flamme olympique. Alors ça, je veux bien qu'on écoute, encore une fois, un extrait de l'audition de Gérald Darmanin. Le parcours de la flamme olympique fait l'objet d'une bulle de sécurité, donc je vais vous dévoiler aujourd'hui, qui est l'objet d'une centaine de policiers et de gendarmes qui accompagneront, quoi qu'il arrive, cette flamme, dont le GIGN qui sera tout le temps en lien et à proximité de cette flamme, de ce parcours, des moyens de lutte anti-drone et 18 policiers et gendarmes qui seront en civil dédiés à la protection très rapprochée du relayeur. Jean-Baptiste Guégan, dans l'histoire des Jeux Olympiques, la flamme, c'est évidemment un symbole, donc c'est une cible, on peut dire ça ? C'est une cible d'autant qu'on va suivre le parcours de la flamme, d'abord en France, mais aussi à l'étranger. Et on se souvient par exemple des incidents diplomatiques qui avaient provoqué des incidents à Paris quand la flamme était passée par notre territoire. Il y a le risque c'était au moment de l'organisation des Jeux de Pékin, et il y avait eu effectivement manifestation. Ça avait créé un vrai souci diplomatique. Là, c'est l'image de la France et la capacité finalement à assurer la sécurité justement du passage de la flamme qui est en jeu. Et ça va être intéressant de voir ça aussi parce que la visibilité justement de ce parcours-là va amener forcément certains acteurs à vouloir se faire remarquer dans le périmètre. Et il faut s'attendre à ce qu'on ait des ONG, aussi des opérations de désinformation autour de ça. Elles ont déjà commencé. Et ça va être assez intéressant de voir comment les différents services de l'État vont être capables de répondre aussi à cette menace protéiforme-là. Sur le dispositif de sécurité, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Après, c'est tout le reste. C'est le discours qui va être fait autour. Est-ce qu'on va gâcher le passage ? Est-ce qu'on va être capable de la rendre visible, cette flamme, au moment où la foule va se presser pour la voir ? Ça, c'est un vrai sujet aussi. Et ça, c'est du domaine médiatique. Et c'est là où les campagnes de désinformation vont avoir du sens. Ça a déjà commencé. Et ça, c'est une des dimensions qu'on a tendance encore à sous-estimer. C'est le poids, justement, de toutes ces fake news qui vont déferler sur les réseaux et qu'on voit déjà, avec les IA, accroître leur potentiel de nuisance. Oui. Alors effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Baptiste Guégan, une centaine de policiers ou de gendarmes
autour de la flamme, est-ce qu'on la verra, quoi? Oui, parce que la retransmission est telle qu'il y aura aussi des caméras à proximité immédiate. Donc oui, ça a été pensé pour. Et puis par exemple... Mais même pour les spectateurs qui seront... oui, pour les spectateurs, il y aura des zones. Alors pas partout. Aujourd'hui, on a fait par exemple une dernière visite de reconnaissance au Mont-Saint-Michel, parce que la flamme va passer au Mont-Saint-Michel, un des lieux touristiques les plus importants. Et on est sur des remparts, des zones extrêmement étroites. Donc il y a plein d'adaptations comme ça. Et il y a des endroits où il y aura un peu moins de monde, où il y aura plus de public qui pourrait être présent. Donc c'est adaptable. Et je pense que le circuit qui est proposé aussi, ce parcours, est lié à notre connaissance effectivement du Tour de France et à cette belle image qu'on s'est renvoyée de l'étranger avec le Tour de France. Pourquoi c'est important, Agnès Canayer? Parce que ce parcours de la flamme, ça va permettre à tous les Français de s'approprier l'événement, c'est pas seulement Paris? Oui, ça permet de fédérer. Alors, même si les Jeux Olympiques ont une particularité, c'est que tout ne se passe pas à Paris. Oui, il y a des épreuves à Lille, il y en a jusqu'à Tahiti. Etc. Mais c'est vrai que ça va permettre aussi de fédérer et d'associer tous les Français qui vont au moins regarder cette flamme. S'ils la voient, c'est vrai que quand on regarde le schéma de la protection de la flamme, on se dit qu'elle est toute petite au milieu de toutes ces forces de police. Néanmoins, ça permet aussi de monter des événements autour. On voit les collectivités territoriales se sont toutes emparées. Elles en profitent pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes, pour faire des activités avec des associations sportives, avec des clubs sportifs. Et donc, c'est ça qui va permettre de fédérer. C'est-à-dire qu'il y a certes le passage de la flamme, mais il y a tout ce que cela va générer autour de cette flamme. Alors, il y a donc ces 45 000 membres des forces de l'ordre mobilisés, auxquels il faut, alors vous nous direz si je suis juste ou pas, rajouter les vigiles des sociétés privées. Elles recrutent en urgence et payent même des formations. Écoutez, l'un des futurs agents de sécurité. Ça aide beaucoup, surtout quand on est jeune, si on n'a pas forcément les finances pour payer une formation. C'est important C'est ça aussi qui m'a fait pousser un petit peu dans ce parcours-là. C'est que les formations soient rémunérées et aussi être rémunérées un petit peu à côté. Et quand on sait qu'après, il y a un contrat à la clé, une carte professionnelle, des certifications, c'est important. Et quand j'ai su tout ça, j'ai saisi l'opportunité. 45 000, c'est policiers, gendarmes et militaires, enfin les gendarmes sont des militaires, ou il y a les vigiles privés dedans? C'est 45 000 policiers et les gendarmes le soir de la cérémonie d'ouverture. Sinon, on est plutôt autour de 35 000 policiers et gendarmes. Et à cela, il faut ajouter les effectifs militaires de Sentinelle et les agents de sécurité privée. Il y aura entre 15 et 22 000 agents de sécurité privée. Alors, les objectifs de l'État, pour le moment, tous les voyants sont au vert. On a recruté plus de 10 000 agents. On en a formé plus de 15 000, mais il y a encore du travail. Par exemple, pour l'Île-de-France, les 122 agences France Travail, donc Pôle emploi, ont appelé plus de 130 000 personnes au chômage actuellement pour voir si elles voulaient bien être formées, s'engager dans ces métiers. Donc il y a un travail, c'est pas mon ministère, mais c'est le ministère du Travail qui vraiment est à la manœuvre là-dessus. Après, c'est une filière, on le sait, qui est complexe. La filière est assez précaire, c'est des contrats courts, des personnes parfois mal rémunérées. Donc on a aussi des enjeux qui là dépassent le ministère de l'Intérieur, mais de fidélisation à l'intérieur de cette filière, de féminisation aussi, parce qu'il n'y a que 15% de femmes dans cette filière. S'il y avait plus de femmes, forcément, il y aurait plus d'agents. Et donc on voit bien que ça va au-delà et qu'il faut aussi que les employeurs arrivent à donner des meilleurs salaires et à fidéliser. Merci, on termine là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Jean-Baptiste Guégan, le titre de votre livre qui paraît demain, Révolution Mbappé, aux éditions Michel Lafon, coécrit avec Clément Pernia. Je le vois sur la couverture. Merci encore, à bientôt sur Public Sénat.